Et c'est l'œil de juriste que vous retrouvez tous les lundis, mercredis et vendredis. Ariane Teka, bonsoir. Je suis très heureux et nos téléspectateurs également de vous revoir. Oui, c'est réciproque. Je suis également très contente de vous revenir en bonne santé. En tout cas, c'est le meilleur qu'on vous souhaite en cette année 2020. Ouais. Aujourd'hui, nous parlons... Bien sûr. Aujourd'hui, nous parlons de bail à usage d'habitation domestique au Bénin avec Maître Gracia Adjagba Amoussou. Elle est en studio avec nous. Maître, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Vous allez bien? Je vais très bien. J'espère que vous aussi. Oui, ça va. Ça va, je suis en pleine forme maintenant. Alors, l'habitat aujourd'hui constitue pour toute organisation humaine un élément fondamental et existentiel. Et c'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement du Bénin, avec le concours du Parlement, a décidé de réglementer ce secteur à travers la mise en place d'un test législatif et celui de la loi numéro 2018-2 juillet 2018 portant régime juridique à usage d'habitation domestique en République du Bénin. C'est justement pour de nos téléspectateurs beaucoup plus sur cette loi de la population, pour mieux expliquer le contenu de cette loi que nous avons choisi d'en parler avec vous, maître. Alors, on parle de bail à usage d'habitation domestique au Bénin. Qu'est-ce que c'est qu'un bail à usage d'habitation? Merci, madame la journaliste. Alors, il faut commencer par relever que le bail est un contrat par lequel une personne appelée bailleur s'engage à mettre à la disposition ou bien à mettre la jouissance d'un logement, d'un local à la disposition donc d'un preneur moyennant le paiement d'un prix qu'on appelle le loyer. Alors lorsqu'il s'agit de bail à usage d'habitation, cela voudra dire que ce contrat porte sur un local qui servira de logement, qui servira à abriter une famille. Donc c'est en fait ce qu'on peut entendre par bail à usage d'habitation domestique. Et comment, de façon concrète, comment ça se fait entre les deux parties, la conclusion d'un tel contrat? Alors, comme vous l'avez si bien dit, avant l'entrée en vigueur de la loi de 2018, le contrat n'était pas réglementé, donc chacun allait comme à son bon vouloir. On peut décider de fixer un loyer à un montant très élevé, on peut décider donc de signer un contrat écrit ou carrément d'y aller verbalement. Et plus tard, il y a tellement de contentieux liés à la question donc de logement, à la question donc du bail à usage d'habitation. Donc après l'entrée en vigueur ou bien avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, cette loi exige que le contrat de bail à usage d'habitation soit un contrat écrit. Donc au nombre de ces différentes conditions, nous avons un écrit. Nous avons également que ce contrat doit bien sûr être signé entre deux personnes, le bailleur et le preneur. Le bailleur qui en réalité est le propriétaire des locaux ou encore un mandaté du bailleur. Ce qui voudrait tout simplement qu'une ville personne ou bien un ville individu qui n'a aucun droit de propriété sur un immeuble ne peut pas offrir cet immeuble-là en bail à usage d'habitation. Le preneur, c'est celui qui, bien sûr, est dans le besoin. D'accord. Alors, l'autre condition, c'est qu'il faut nécessairement que les deux parties qui vont au contrat aient au moins la capacité. Ce qui voudra dire qu'on ne peut pas signer un contrat avec une personne âgée de moins de 18 ans. Parce que cette personne n'a pas encore la possibilité d'exercer un droit. À moins que cette personne soit un mineur émancipé ou la loi ne prévoit pas... La loi dit pour qu'un contrat soit valable, il faut nécessairement que la personne ait minimum la capacité légale qui est 18 ans. D'accord. Voilà. À moins que cette personne ait été représentée par exemple par un tuteur légal, un tuteur que lui désigne le tribunal. Ou voilà. Dans ces conditions, le représentant du mineur peut signer un contrat pour son compte et à son profit. Ok. Alors vous parliez tantôt du prix.
Comment le prix est fixé entre les deux parties? Voilà, la loi prévoit que le loyer doit être fixé librement. Cependant que ce loyer doit être fixé en considération de certains éléments. D'abord, la zone où se trouve le local, le bâtiment, l'aisance qu'il y a dedans, le prix, les moyens, les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment, du logement. C'est autant d'éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a également que dans la zone, les immeubles, les locaux, les appartements du même standing sont souvent loués à quel prix. Voilà autant d'éléments qui entrent en ligne de compte pour la fixation du prix du loyer. Et donc, dans une même zone, on ne devrait pas avoir quand même des loyers ou des prix disparates? En principe, non. S'il s'agit donc d'appartements du même standing, on ne devrait pas avoir des prix disparates. S'il doit y avoir une différence, ça doit être une différence minime. Voilà. Et dans le contenu justement de la loi, ce qui a fait polémique, où la population est revenue là-dessus, et qui a l'avantage d'ailleurs, on parle de 6 mois d'avance, de 1 an d'avance avant que cette loi soit votée aujourd'hui. Je crois que c'est revu à 3 mois. C'est bien ça. Aujourd'hui, vous parlez, si je comprends bien, du cautionnement, bien sûr, donc de la garantie avant d'avoir accès à l'appartement. Oui. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, les bailleurs pouvaient exagérer de leur pouvoir parce qu'ils se disent être propriétaires d'un immeuble, donc ils peuvent édicter les conditions suivant lesquelles ils doivent louer le bail. Et cela fait que ils doivent louer les locaux, ce qui fait que souvent les preneurs sont en difficulté et malgré même leurs difficultés financières, ils font l'effort quand même parce que n'ayant pas autre choix, voilà, ils s'y soumettent. Aujourd'hui, avec cette loi, la loi prévoit que le cautionnement ne peut dépasser 3 mois de loyer. 3 mois de loyer. Et pour revenir à la fixation également du loyer, la loi dispose que pour pouvoir fixer ce loyer, il faudrait que le loyer annuel représente 8% ou ne peut excéder 8% de la valeur de l'appartement. Autrement dit, si à l'évaluation, on réalise que aussi bien l'immeuble, l'appartement et tout, sa valeur réelle est de 10 millions, on divise donc les 10 millions, on multiplie par 8 divisé par 100, ce qui voudra dire donc que le loyer annuel ne peut pas excéder les 8% de la valeur de l'immeuble. Alors, quand on sait que dans un an, il y a 12 mois, et si le loyer doit être payé mensuellement, on prend donc la valeur qui représente, le montant qui représente les 8% l'an, qu'on divise par 12. Et c'est cela qui permet donc de connaître le montant du loyer mensuel. Alors ce loyer mensuel multiplié par 3 représentera le cautionnement qu'il faut que le preneur verse avant d'avoir les clés de l'appartement loué. Est-ce que quelqu'un qui a ce besoin-là doit forcément se faire représenter ou se faire accompagner par un huissier? Un citoyen lambda qui n'a pas connaissance d'un avocat ou d'un huissier, je crois que c'est avec un huissier que ça se fait là. Pas forcément un huissier. D'accord. Vous pouvez y aller par acte ou simple privé. Ou si vous savez lire et écrire, vous convenez avec la personne. Et je fais observer également qu'au niveau des mairies, il y a des modèles types de contrats, les bails à usage d'habitation. Pour faciliter la tâche, en fait, le ministère en charge de l'habitat, et de même que les mairies, ont prévu des modèles de contrats. Donc, il vous suffira d'aller devant ces institutions-là et de prendre copie donc, de ces modèles que vous pouvez remplir et signer des deux parties. Voilà. Donc, si vous ne savez pas lire ni écrire, que vous ne pouvez pas y procéder ainsi, vous pouvez vous faire assister soit d'un avocat. L'avocat n'est pas un auxiliaire de justice qui instrumente comme un huissier, mais l'avocat vous conseille, l'avocat vous aide, l'avocat vous guide, afin que vous ne soyez pas brimé, afin que vos droits soient respectés, afin que vos intérêts soient protégés. L'huissier également peut vous aider.
D'accord. L'huissier peut vous aider en vous assistant déjà à l'entrée des locaux. Il faut nécessairement déjà qu'un état des lieux se fasse à l'entrée. Voilà. Vous pouvez décider. Voilà. Donc vous pouvez décider qu'à l'entrée des locaux, qu'on fasse un état des lieux simple, sans qu'il n'y ait un inventaire, sans qu'il n'y ait la présence d'huissier. Ou si vous voulez, cela peut se faire en présence d'un huissier qui dresse un PV. Par exploit d'huissier, bien évidemment. Donc, un huissier peut vous assister, de même, un avocat également peut le faire. Est-ce que, en fait, la question, je la posais parce que dans les zones rurales, je sais pas, un citadin ou qui en tout cas, la loi, c'est pour tout le Bénin. Donc, si, effectivement, dans la zone rurale, c'est difficile. Voilà. C'est difficile et même dans les zones urbaines, il y a toujours ce problème-là, la méconnaissance des lois, où ils se font brimer jusque-là. Est-ce que la loi prévoit des sanctions pour ces bailleurs qui continuent de... La loi prévoit que lorsque les droits d'un preneur, ces droits-là sont violés, que ce preneur rapproche des juridictions pour se faire entendre. Alors, avant même de se porter vers les juridictions, il faudrait déjà que le preneur sache qu'il a des droits qui ont été brimés. Alors, s'il a vent de ce qu'il a des droits et que le bailleur, alors même qu'il doit verser un cautionnement de 3 mois, le force à payer peut-être 6 mois ou 12 mois, que ce dernier se rapproche des juridictions, notamment la juridiction du ressort de l'immeuble. Autrement dit, si c'est un immeuble qui est à Abomey-Calavi, la juridiction compétente, c'est la juridiction du tribunal de première instance de Calavi. Si c'est un appartement à Cotonou, c'est le tribunal de première instance de Cotonou. Donc, le preneur est recevable à saisir les juridictions pour se faire entendre, pour se faire justice, pour demander à ce que l'État lui permette que l'État le rétablisse dans ses droits. Alors, Maître, si on revient sur les droits et obligations, on n'en a pas du tout parlé, les droits et les obligations des deux parties. Alors, commençons par les obligations du bailleur. Le bailleur se doit de mettre à la disposition du preneur un local en bon état. En bon état. En bon état. C'est pour cela qu'il est nécessaire qu'avant que le preneur n'ait accès aux locaux, qu'il faut nécessairement qu'un état des lieux se fasse. Donc, si l'état des lieux est fait et que le preneur est d'accord de l'état des lieux, l'état de l'appartement loué, c'est bon. Ce qui voudra tout simplement, au titre de la première obligation, il faut que le bailleur mette à la disposition du preneur un appartement en bon état. Maintenant, s'il y a des œuvres à accomplir, s'il y a de grosses œuvres, ces grosses œuvres doivent être à la charge du bailleur. Maintenant, s'il s'agit de petits ouvrages d'entretien, c'est à la charge donc du preneur qui aura accepté donc intégrer les locaux dans cet état. Donc, la première obligation, mise à la disposition du preneur d'un local en bon état. L'autre obligation, lui permettre de jouir effectivement des locaux, ne pas exercer sur lui des voies de fait pour l'obliger ou pour l'empêcher de jouir des locaux. Au niveau des obligations du preneur, le preneur se doit de payer le loyer aux échéances convenues. Si c'est pas 3 mois, il faudrait qu'il les paye régulièrement, tel que prévu par le contrat. L'autre obligation, c'est qu'il doit entretenir les locaux, il doit les exploiter en bon père de famille. Et la troisième chose, je ne vais pas parler donc d'obligation, mais c'est beaucoup plus de droit. Le droit dont dispose le preneur qui justifie de ce qu'il respecte ses obligations, ses obligations contractuelles, c'est que ce dernier a la possibilité, a le droit au renouvellement et peut renouveler, peut être maintenu dans les locaux. Okay. Voilà. Et est-ce que par exemple, parce que on entend dire, le bailleur pourrait dire peut-être, bon, très souvent, on loue des locaux sans contrat, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est plus bon. On y reviendra. Mais par exemple, le bailleur qui dit ou qui interdit au preneur de ne pas vendre la glace, par exemple, de ne pas faire le levage, de ne pas faire... Et donc, il faut consigner ça déjà dans le contrat.
Oui, il faudrait que le contrat soit le plus possible clair pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Maintenant qu'on interdise à un bruneur de vendre de la glace, ça c'est commerce. Bon. En réalité, étant donné que c'est un contrat de bail à usage d'habitation, ce contrat ne doit pas, ou bien l'usage, la destination du local ne doit pas être modifié. C'est-à-dire donc que le preneur ne doit pas en faire un bail à usage professionnel. Maintenant, s'il en fait un bail à usage professionnel et que le bailleur ne s'y oppose pas, cela voudrait tout simplement que le bailleur également accepte cet état de choses. Qui ne dit pas son nom. Oui, qui ne dit pas son nom, voilà. Mais à usage professionnel, j'ai loué ma chambre et puis il faut forcément que je gagne. Je ne travaille pas. Pour gagner, je fais ma glace ou bien mon pure, en fait, mon eau fraîche. Et on m'interdit ça. Est-ce que pour le faire, il faut que je sorte Il faut nécessairement en informer le bailleur et obtenir son autorisation. Parce que le fait pour vous, mais il y a quand même une nuance à faire. Parce que lorsque vous louez un appartement, un logement pour y vivre, si vous transformez toute la destination, en habitation, en un local à des fins commerciales ou bien professionnelles, le bailleur pourra se plaindre. Mais si c'est juste, j'estime, hein, cela n'engage que moi, j'estime quand même que s'il s'agit tout simplement d'emballer des glaces et de les vendre, ce n'est pas encore, extraordinaire, ce n'est pas encore si grave au point où le bailleur s'oppose. Dans tous les cas, étant entendu qu'il s'agit donc, le courant c'est à vous de payer, le frigo c'est vous qui le voilà, ça n'engage que moi, donc je précise encore. Je voudrais quand même dire, par exemple, vous avez parlé de ce que le bailleur ne devrait, on en avait parlé l'autre fois, le bailleur ne devrait pas entrer en concurrence, par exemple, avec le preneur, quand il voit ça, on était dans le cas à usage professionnel. Maintenant, dans le cas à usage d'habitation domestique, bon, on a beaucoup de choses. Par exemple, le bailleur, peut-être son épouse, il ne voudrait pas quand même que vous entriez en concurrence avec son épouse. Donc, il interdit. C'est possible. Mais je pense que la personne tiers qui peut nous départager, ce sera le juge. Donc au moment opportun, lorsqu'on sera devant les juridictions, le débat se fera. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, ça n'engage que moi. Et je pense que si vous ne transformez pas la destination, vous y vivez toujours et que ce n'est pas tout le local, que vous en faites peut-être une entreprise, voilà, cela ne devrait pas poser un problème. Et un bailleur qui vous violente, qui exerce sur vous des voies de fait, juste parce que vous emballez de la glace et que vous vendez, un tel bailleur, il y a quand même lieu. Lorsqu'il y a des divergences, des points de divergence, des litiges, la seule personne qui peut régler, c'est le juge. Donc devant le juge, on fera le débat et chacun sera éclairé et le juge pourra sortir sa jurisprudence pour nous dire l'emballage de glace ou la vente de glace dans une maison est interdite. Et cela m'étonnerait quand même. Très bien. Alors, comment est-ce que l'une des deux parties peut décider de mettre fin au contrat comme ça? Alors, il faut déjà dire que le contrat peut être un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Alors, quand il s'agit d'un contrat à durée déterminée, ce qui voudra dire que, arrivé le terme, le contrat prend fin. Maintenant, vous pouvez décider de renouveler le contrat ou pas. Donc, on pourra parler donc de la résiliation du contrat, mais une résiliation conventionnelle. Alors, lorsque, par exemple, c'est un contrat à durée indéterminée et que le bailleur décide ou bien désire mettre fin au contrat, il va falloir qu'il mette en demeure ou bien qu'il accorde au preneur ce qu'on peut appeler un préavis. Un préavis, la loi prévoit qu'il s'agisse d'un préavis de 6 mois pour permettre au preneur de s'organiser ou d'organiser son déménagement, de trouver un autre local qui lui permettra quand même d'avoir l'essentiel. Il en est de même également en principe du preneur qui désire partir des locaux, il doit donner un préavis également de 6 mois au bailleur. Et donc la différence avec le bail à usage professionnel, c'est que
le preneur de l'autre côté quand même a un droit en termes de renouvellement. On l'avait dit, Oui. Mais en ce qui concerne l'usage d'habitation, c'est qu'on n'a pas ce droit. Ce n'est pas systématique en matière de bail à usage d'habitation. Le droit au renouvellement n'est pas systématique. Il faudrait que vous demandiez le renouvellement ou que le renouvellement se fasse de façon tacite. Voyez-vous, donc écrit ou tacite. Alors que dans le cas d'un bail à usage professionnel, le droit au renouvellement est un acquis. Cela peut se comprendre parce que le législateur veut protéger les activités commerciales. Si c'est de cette activité que vit une personne, on ne peut pas du jour au lendemain se lever et mettre fin au contrat, alors que peut-être la personne est dans une zone où fleurit son activité. Donc, dans ce cas, le droit au renouvellement est systématique. Maintenant, lorsque le bailleur désire mettre fin au contrat de bail à usage professionnel, il faudra que ce dernier adresse un congé préavis au preneur 6 mois avant, pour l'en informer de ce qu'il n'entend pas renouveler. Et là encore, il faudra que le bailleur justifie des raisons pour lesquelles il veut empêcher le preneur de jouir du droit au renouvellement. Et au titre des motifs, il faudrait qu'il s'agisse de motifs sérieux. Et le législateur va jusqu'à dire que même si vous voulez démolir, il faut que vous apportez les preuves de ce qu'effectivement vous voulez démolir les lieux. Mais si vous démolissez le bâtiment et que vous voulez faire une autre reconstruction, mais vous voulez faire une nouvelle construction, le preneur a encore la possibilité de venir louer encore les locaux reconstruits. Tout cela sont des garde-fous en fait pour protéger les affaires, pour protéger les activités. Alors, une dernière question. Quand on parle des métiers, de l'immobilier et tout, on parle des démarcheurs. Est-ce que la loi prévoit un statut pour ce qu'on peut appeler les démarcheurs? Oui, cette loi également prévoit et organise même ce qu'on appelle démarcheurs, qui sont en réalité des intermédiaires. Voilà. Peut-être que cela fera l'objet d'un autre entretien parce que ça va prendre également du temps. En fait, aujourd'hui, avec cette loi, c'est une profession qui est bien organisée. Et le démarcheur a ses obligations. Le démarcheur a également une distance. Il tient une distance vis-à-vis du bailleur et vis-à-vis du preneur. Le démarcheur n'est pas un bailleur, le démarcheur n'est pas un preneur. Et le démarcheur a également sa prime ou son indemnité est fixée par la loi. Ce n'est plus comme avant où il dira, bon, je vais te trouver une maison, mais tu me paieras peut-être 2 mois ou 3 mois. Merci. Donc aujourd'hui, tout cela est organisé par la loi. La loi organise ce métier et fixe également le pourcentage qui est celui du démarcheur. Donc son montant, sa prime. Et comment est-ce que cette prime peut être payée? Le législateur l'a également prévu. Voilà. On va y revenir dans nos prochains numéros. C'est très important. Vous avez dit c'est une professionnalisation. Maintenant, en fait, c'est une profession. Bon, ça a toujours été une profession peut-être pour certains depuis, mais c'est plus organisé maintenant et structuré. En tout cas, moi, j'ai hâte d'en savoir pour orienter certains. Et oui, c'est très important parce que quand quelqu'un dit mais je suis démarcheur, c'est parce que tu n'as rien trouvé à faire et que tu en vaux rien entre griffes, on fait des trucs de 2000 francs, 1000 francs. Et donc je crois que c'est très important de revenir là-dessus au cours de nos prochaines émissions. En attendant d'y revenir, on peut considérer une agence immobilière comme les démarcheurs par exemple. On peut les mettre dans un même univers. Oui, pas tout à fait. Il y a quand même une petite nuance à faire parce que déjà, ces agences, lorsqu'il y a, c'est une personne morale bien organisée, au-delà même du fait qu'ils sont des démarcheurs, il y en a même qui vendent des immeubles, qui aident à vendre des immeubles. Il y en a qui sont très bien organisés et qui ont mandat du bailleur à percevoir les loyers, à percevoir les loyers, à régler les différends en cas de besoin, à aider même le preneur à bénéficier. Il y en a qui sont carrément des gestionnaires des locaux. Donc c'est pour cela que je dis il y a quand même une petite nuance à faire parce qu'il y a des personnes physiques qui se contentent tout simplement de vous trouver un local et puis c'est fini. Mais il y en a qui sont bien organisés, qui vont au-delà, qui vous aident à jouir, qui vous aident également à payer, qui attendent de vous que vous payiez, qui viennent, qui sont quand même à vos cheveux et qui vous aident à jouir effectivement de vos locaux. Merci Maître Gracia
Adjawa Amoussou. Avec vous, il était question du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. En tout cas, moi, je voudrais demander à Maître Gracia Adjawa Amoussou avant de partir. Okay. Donc, pour ces propriétaires ou ces bailleurs, c'est parce que nous aimons bien le mot propriétaire, c'est les mêmes. Ouais. Pour ces bailleurs qui continuent de violer la loi de façon violente, en prenant peut-être au lieu de 3 mois, quel message vous avez pour eux? Ah ben, il faudrait déjà qu'ils sachent qu'il y a une nouvelle loi qui l'interdit et qu'il faut qu'ils rentrent dans les rangs. Parce que le preneur qui est ainsi lésé peut les poursuivre au civil et au-delà même on peut les poursuivre au paiement donc de dommages-intérêts si effectivement le preneur arrive à justifier de ce que ces actes lui ont causé des dommages. Donc ce sont des gens, des bailleurs qui peuvent être condamnés au paiement de dommages-intérêts. Et quand on parle de dommages-intérêts, cela peut être plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions. Tout dépend en fait de l'ampleur de l'acte posé. Tout dépend également je sais pas, de la valeur peut-être de l'immeuble et des préjudices causés. Donc prenez garde, il vaudrait mieux, lorsque vous savez que les choses ont changé, rentrer dans les rangs et faire les choses dans les règles de l'art. Très bien. Merci Ariane. Merci. Ariane Eteka, on vous retrouve mercredi. Bien sûr. Avec Maître Gracia Adjawa Amoussou, avocate au barreau du Bénin. Merci pour la disponibilité. Merci. En tout cas, vous avez retenu beaucoup de choses, tout comme moi. On prend un rendez-vous mercredi prochain pour d'autres connaissances à recevoir par ici sur votre émission Le Grand Soir dans la rubrique L'œil du juriste.